Rassurez-vous, il n'y aura pas de statistiques dans cette présentation. Alors, au niveau de preuve, l'avantage de faire des cours, c'est que il arrive que l'on se pose, enfin que les étudiants vous amènent à vous poser les vraies questions. Et en faculté de médecine, on apprend l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves. Et puis un jour, il y a un étudiant qui m'a dit, mais preuve finalement, vous entendez quoi par preuve? Et on est bien d'accord qu'en fait la réponse n'est pas évidente. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur l'encyclopédie Universalis, et la définition de la preuve, c'est une proposition éprouvée si elle est établie par une méthodologie reconnue, ça on retrouve nos vies, et qu'elle entraîne une croyance. Alors, j'ai pensé qu'il y avait un problème, vous savez, en français, il n'y a pas l'équivalent d'evidence, exactement. Preuve, c'est pas la même chose qu'evidence, etc. Ben, figurez-vous que dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, à evidence, il y a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on pense spontanément que la médecine basée sur des faits prouvés, les niveaux de preuve, quand il y a de la preuve, il y a de la vérité, c'est pas vrai. Quand il y a de la preuve, il y a de la croyance. Et que du coup, ça change complètement la configuration de cette présentation. C'est qu'en fait, quand on parle de niveau de preuve dans l'évaluation des médicaments, il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de trouver des méthodologies qui rendent les résultats les plus convaincants. Quand vous êtes convaincu, vous croyez. Et qu'il n'y a pas de vérité derrière tout ça. Alors, ceci étant dit, on est bien d'accord. Il y a eu un bug, mais je crois que tout le monde a reconnu que c'était un bug dans le niveau de preuve, d'avoir mis tout à fait au-dessus les méta-analyses. C'est complètement faux. Hein. Plus personne pense que les méta-analyses sont le summum du niveau de preuve, à cause des biais de publication, bien entendu. Hein. Donc tout le monde le sait, on ne l'enlève pas parce qu'il aurait fallu reconnaître qu'on s'était trompé. Et comme c'était des preuves, normalement, c'était scientifique et on ne pouvait pas se tromper. Donc on le laisse, mais en réalité, on est bien d'accord, et ça vous concerne au premier chef. Le niveau maximum du niveau de preuve, c'est l'essai randomisé. On est bien d'accord. C'est ce que l'on enseigne aussi à la faculté de médecine, à l'examen classeur national, etc., etc. Alors, on va voir que l'essai randomisé a un intérêt incontestable. On reviendra dessus. Mais que son intérêt n'est pas celui qu'on croit. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre comment on pourrait évaluer au mieux les médicaments dans les maladies rares. Alors, si on regarde l'histoire de l'évaluation du médicament, en gros, l'histoire de la FDA, puisque c'est la FDA, la première institution sérieuse qui a été construite pour évaluer l'alimentation, hein, vous savez, Food and Drug Administration. À l'origine, c'était l'alimentation. Hein. À l'origine, les problèmes de santé publique étaient bien plus liés à l'alimentation qu'aux maladies. Donc, début du XXe siècle, la Food and Drug Administration, et ils ont eu le bon goût de demander à un historien de faire l'histoire de la FDA, et c'est sur leur site internet. Vous pouvez aller voir, c'est très intéressant, c'est très bien fait, documenté. Et on voit qu'en fait, pendant 50 ans, la FDA s'est intéressée avant tout à la sécurité des médicaments et pas à l'efficacité. Et ça, c'est un point constant en santé publique. Les problèmes de sécurité des médicaments interpellent toujours beaucoup plus nos concitoyens que les problèmes d'efficacité. On pourrait essayer de se demander pourquoi. C'est en fait assez psychologique, c'est assez complexe comme phénomène, mais c'est comme ça, hein, l'histoire de Mediator et tout ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun scandale du fait qu'on rembourse les médicaments homéopathiques alors que, a priori, les granules 30CH et tout ça, ça n'est pas différent d'un placebo. Et par contre, dès qu'il y a un truc, un problème de safety, c'est la catastrophe. C'est comme ça. Et donc, le premier scandale, c'est l'élixir de sulfanilamide. Donc, c'était un proto-antibiotique qu'on donnait au début du XXe siècle. Et quand on a fabriqué la forme pédiatrique, on s'est trompé dans l'excipient. On a mis un poison dedans, ça a tué des enfants. Et donc, ça a été un scandale fou aux États-Unis, à juste titre, bien entendu. Et donc, on a décidé de vérifier le process de fabrication des médicaments. Après, il y a eu la thalidomide. On a encore renforcé le processus de sécurité.
Et puis ça n'est qu'en 1970, donc c'est quand même pas le Moyen-Âge, hein, ça n'est qu'en 1970 que la FDA décide qu'il faudrait évaluer aussi l'efficacité des médicaments, parce que vous savez à l'époque, qu'est-ce qui tenait lieu d'évaluation d'efficacité? Le succès commercial. Et ça vous paraît complètement fou, mais bien sûr, c'est pas rationnel, mais c'est pas complètement idiot non plus. L'idée étant que si les médecins achètent les médicaments, si les patients achètent les médicaments, c'est qu'ils marchent. Vous voyez, il y a une logique de marché. Bien entendu, quand on sait les investissements qu'il y a dans les forces de vente, il n'y a pas que l'efficacité du médicament qui fait que le médicament est prescrit. Donc, ils se sont vite rendus compte que le paradigme avait ses limites, il fallait aussi évaluer l'efficacité des médicaments. Et donc, ils se sont demandé, mais comment faire pour évaluer l'efficacité des médicaments? Et alors là, il y a eu un choix historique. D'un côté, ils ont regardé comment faisaient les savants pour évaluer les médicaments. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, les savants, c'est-à-dire les pharmacologues, se demandaient, tiens, est-ce que cette molécule, elle marche? Est-ce que ça fait un truc? Est-ce que ça fait quelque chose? Et les pharmacologues avaient découvert les essais randomisés, à la suite des travaux de Fischer sur l'expérimentation en agronomie. On a commencé à randomiser pour tester l'efficacité des semences de maïs, pas pour tester l'efficacité des médicaments. Et les pharmacologues faisaient ça, et ça avait l'air de marcher. Donc ils se sont dit, ben, on va prendre ça pour évaluer les médicaments, puisqu'il y a déjà une expérience et que ça fonctionne. Alors qu'ils auraient pu décider différemment. Ils auraient pu se dire, les pharmacologues, ils évaluent les médicaments, mais ils les évaluent dans quel but? Pour savoir si ça marche, oui ou non. Mais nous, FDA, à la limite, nous, alors, imaginons que ça soit en France, parce que la FDA, le système de soins est un peu, aux États-Unis, le système de soins est un peu particulier, l'assurance maladie. Nous, autorité de santé, dans les années 70, on aurait dit, tiens, on veut évaluer les produits de santé pour savoir si on les autorise sur le marché, si on les rembourse. Est-ce que la question, ça aurait été, est-ce que le médicament marche, oui ou non? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est, est-ce que le médicament marche suffisamment par rapport aux effets secondaires pour que l'on l'autorise sur le marché? Et même à la limite, est-ce que ce médicament marche suffisamment compte tenu du prix qu'il va me coûter pour savoir si oui ou non on le rembourse? Et là, l'essai randomisé ne répond absolument pas à cette question. On est bien d'accord, il n'est pas du tout fabriqué pour ça. Et donc en fait, en 1970, il y a eu un truc extraordinaire. Les autorités de santé ont décidé d'utiliser une méthodologie pour évaluer les produits de santé qui ne répondait pas en fait à la question qui se posait. Et ça a marché. Et ça a marché, mais pour une raison... L'histoire a montré que ça a marché, c'est-à-dire que le traitement du sida, les traitements des cancers, etc., enfin, tous les progrès qu'on a vus, c'est grâce à des savants qui ont trouvé des molécules, mais c'est aussi grâce aux essais randomisés. Il n'y aurait pas eu d'essais randomisés, ces soins n'auraient pas fait les progrès que vous connaissez tous. Alors, pourquoi ça a marché? Pour deux raisons. La première, c'est que en fait, on était à une époque, dans les années 70, 80, 90, jusqu'au début des années 2000, où en fait, tout nouveau médicament qui arrivait avait une taille d'effet assez importante. Et en fait, la question du remboursement ne se posait pas trop, pour les vrais médicaments. Hein. En France, dans les années 70-80, tout nouveau médicament qui arrivait dans une maladie sérieuse était remboursé. Et donc en fait, la question du remboursement ne se posait pas. Ce que l'on voulait, c'est savoir si le médicament marchait ou pas. La question de santé publique était moins importante. Et puis à l'époque, vous savez, les histoires de qualité de vie, d'effets secondaires, c'était aussi moins important. Donc, premier point, le background santé publique était moins important à l'époque. Et puis, deuxième point, il ne faut jamais oublier le contexte très particulier dans lequel se passe la réalisation des études qui évaluent les médicaments. Ce sont les firmes pharmaceutiques. Et ce n'est pas elles qui l'ont décidé, c'est les institutions qui l'ont décidé. Ce sont les firmes pharmaceutiques qui gagnent de l'argent avec les médicaments qui les évaluent. C'est complètement absurde. Ça ne devrait, rationnellement, on ne devrait pas fonctionner comme ça. On ne devrait pas fonctionner comme ça. Il y a un conflit d'intérêts assumé entre
le fabricant du produit qui va gagner de l'argent avec son produit, et c'est comme ça, et voilà, c'est la réalité de notre système capitaliste, on peut gagner de l'argent avec des médicaments, et comme le dit Jean de Carvesdoué, aucun pays communiste n'a jamais créé de grandes molécules, donc a priori c'est comme ça que les médicaments sont créés, c'est en gagnant de l'argent avec, il n'y a pas... vous devez sentir que dans notre société aujourd'hui, il y a des problèmes autour de gagner de l'argent et puis le système de santé. Hein. Eh ben, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Donc, certes, moi, ça ne me dérange pas. En tant que méthodologiste, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est que j'ai ce conflit d'intérêts complètement assumé. Alors, comment les autorités de santé s'en sont tirées de cette espèce de situation complètement paradoxale? Eh bien... ils ont choisi aussi la méthodologie qui résiste le mieux au conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'essai thérapeutique a des qualités, et sa qualité principale, c'est qu'il apporte de la façon la plus efficace possible une réponse convaincante à une question simple. Est-ce que A est meilleur que B sur un critère principal, une analyse principale? Vous avez une question simple. Vous voulez une réponse convaincante par rapport au conflit d'intérêts, c'est-à-dire il faut que ça soit limpide, très facilement critiquable, que tout le monde puisse savoir si ça marche ou pas, en ayant toujours en tête, et vous imaginez comment les autorités de santé ont toujours ça en tête, que bien sûr, il y a un conflit d'intérêts chez l'industriel quand il fabrique ses essais. Eh bien ça marche, voilà. L'essai thérapeutique, il marche pour ça. Il marche pour ça. Et il ne marche pas pour le reste. Notamment, un truc qu'on entend régulièrement, et j'ai bien peur que ça tombe dans des questions de l'examen classeur national, c'est que l'essai thérapeutique permet de garantir une relation de causalité entre l'effet du médicament, entre le fait d'avoir pris le médicament et le fait que l'on ait été amélioré ou pas. Je suis sûr que vous avez déjà entendu un truc comme ça. Eh bien, c'est faux. C'est-à-dire que l'essai thérapeutique ne garantit pas une relation causale entre prendre un médicament. Je sais d'où ça sort, hein, il y a des livres dessus. Et là aussi, c'est des étudiants qui m'ont fait me rendre compte que c'était pas vrai, puisqu'ils m'ont dit, mais causalité, au fait, vous sous-entendez quoi? Et vous savez qu'il y a 2500 ans de philosophie sur la causalité, que tous les philosophes ne sont pas d'accord, et que ça serait très étonnant que les statisticiens aient trouvé la vérité de la causalité. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a des contre-exemples manifestes. Hein. Comme il me reste encore un peu de temps, je pense que c'est très utile d'avoir ça en tête. On va prendre un truc très basique, un essai thérapeutique dans le diabète non insulinodépendant. Vous avez un nouveau médicament qui ne marche absolument pas sur la glycémie, et puis un placebo. Le médicament dont on pense qu'il marche sur la glycémie, mais qui ne marche pas en fait, il a par contre quelques effets secondaires à type de nausées et de céphalée. Vous faites l'essai et il sera parfait. Pas de perdu de vue, tout le monde prend les médicaments, etc. Donc vous randomisez. Ceux qui ont un placebo, ils ont un placebo. Ceux qui n'ont pas le placebo, ils ont le médicament qui change rien à la glycémie. Par contre, ils ont un peu mal à la tête et ils ont des nausées. Donc ils vont voir le médecin généraliste qui leur dit, écoutez, après tout, a priori, c'est pas très grave. Par contre, puisque vous êtes là, parlons de votre diabète. Est-ce que vous faites votre régime? Est-ce que vous faites du sport? Non? Bon, il faudrait le faire. Et puis une semaine après, ils reviennent encore parce qu'ils ont mal au ventre, le médecin leur dit la même chose. Et au bout de 2 mois, quand on mesure l'hémoglobine glyquée, le groupe avec le médicament, ça s'est amélioré parce qu'ils ont écouté leur médecin. Et vous voyez, c'est imparable comme truc, c'est imparable. Et donc ce qui fait, et on ne peut pas dire là que la cause de la baisse de l'hémoglobine glyquée, c'est d'avoir pris un médicament qui n'avait aucun effet sur l'hémoglobine glyquée. Vous voyez, c'est... Alors j'ai des collègues qui me disent, mais si, c'est quand même indirectement à cause de ça, mais on ne peut pas dire ça. Tout simplement, on ne peut pas dire ça. Donc cette histoire de causalité ne tient pas. L'essai randomisé, ça marche bien, parce que ça apporte une réponse convaincante à une question simple. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'évaluation du médicament, en fait, la question n'est pas simple. C'est que il y a des histoires d'argent, il y a des histoires d'essais qui sont faits dans plein de pays et que, en fait, la transposabilité n'est pas évidente, que les populations incluses dans les essais ne sont pas les populations qui sont rejointes en réalité,
qu'il y a des comorbidités, enfin vous savez tout ça. Hein. Et puis qu'en plus, il y a la médecine personnalisée qui arrive, et que maintenant, c'est plus est-ce que le médicament A marche mieux que B, c'est est-ce que le médicament A est la bonne idée pour ce patient-là que j'ai en face de moi. Et donc du coup, il y a un bouleversement total des paradigmes d'évaluation du médicament, mais total. Et les médicaments des maladies rares sont le poil à gratter de cet environnement. Parce que quand on challenge les paradigmes d'évaluation du médicament, c'est-à-dire les essais randomisés, il y a des résistances très fortes. Des résistances que les gens, ça fait 30 ans qu'ils travaillent avec des essais randomisés qui ont très bien marché. Et donc c'est dur de dire que quelque chose qui a très bien marché, c'est bien, mais ce n'est pas une panacée. Qu'on peut peut-être faire autre chose. Donc non seulement c'est dur, mais en plus il y a aussi des gens qui ont construit leur carrière dessus. Et que dire tout d'un coup, et c'est vrai, c'est-à-dire que dire qu'il va y avoir d'autres méthodologies, c'est d'autres académiques qui vont arriver en disant finalement on pourrait faire autre chose. Donc il y a des résistances. Et les résistances sont en partie levées par les maladies rares. Pourquoi? Parce que vous le savez au premier chef, faire des essais randomisés dans les maladies rares, eh bien ça pose un problème de fond, c'est que quand on calcule le N, même en prenant tous les malades de France, d'Europe, parfois du monde, on n'aura pas la taille de l'échantillon pour montrer que le médicament marche. Et donc là, les personnes qui sont en charge de l'évaluation du médicament, ils ne peuvent pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, parce que si on ne fait pas autrement, on ne fait rien. Et que la société n'accepte plus qu'on ne fasse rien. Alors, quelles sont les alternatives? Tout le monde les connaît. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a, alors une chose qui ne vous intéresse pas trop, les essais randomisés en cluster, les études pragmatiques, qui sont une alternative aux essais randomisés. Pourquoi ça ne vous intéresse pas trop? Parce que randomiser en cluster, c'est encore moins puissant qu'un essai randomisé. Randomiser en cluster, c'est on randomise les médecins, on ne randomise pas les patients. Donc c'est plus facile à faire, on est plus proche de la vraie vie, ça a plein d'intérêts, sauf que la puissance baisse, donc on a encore besoin de plus de sujets. Donc ce n'est pas pour vous. Une autre alternative, c'est les suivis de cohorte. Les suivis de cohorte, et là, bien entendu, dans les maladies rares, il y a une culture très forte au suivi de cohorte. Parce que vous êtes organisé en centre expert, enfin, on sait où sont les patients, ils sont suivis. En général, par les mêmes médecins ou par la même équipe, ce qui facilite la constitution de cohortes. Et il y a beaucoup de registres, beaucoup de cohortes dans les maladies rares. Et on commence à avoir des résultats d'efficacité de molécules évaluées dans des cohortes. Alors ça pose des problèmes méthodologiques. C'est le problème du biais d'indication, hein, c'est-à-dire que comme ce n'est pas tiré au sort, il y a des facteurs de confusion, donc on est obligé d'utiliser des modèles statistiques compliqués, donc c'est moins convaincant. C'est moins convaincant. Donc il faut faire attention au conflit d'intérêts. De là la nécessité que ces cohortes soient prises en charge par des sociétés savantes, par des gens indépendants, etc. Il faut faire attention. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'il y a des résultats qui commencent à avoir une véritable valeur scientifique. Donc, pour les maladies rares, c'est en train de venir. Et pour les autres maladies, eh bien, on en parle aussi. Hein. Il y a 10 ans, personne n'y croyait. Maintenant, on envisage de remplacer les essais de phase 3 par des études de cohorte. Enfin, quand on le dit, c'est plus un hurlement. C'est plus une espèce de trucs sacrilèges. Et au passage, vous voyez bien que parler du niveau de preuve de l'essai randomisé et du niveau de preuve de l'étude de cohorte, c'est pas ça la question. Vous voyez bien que c'est pas ça la question. Puisque de toute façon, preuve, c'est lié à croyance, et que vous voyez bien que croyance, derrière il y a croyance en les résultats, il y a aussi bien le design méthodologique que le contexte, c'est-à-dire les histoires de conflits d'intérêts, qui fait les études, etc., qui interprète, etc., etc. Que tout ça est mélangé, et que bien entendu qu'une étude de cohorte bien faite, sur un grand nombre de sujets, sera tout aussi convaincante qu'un essai randomisé fait sur un petit nombre de sujets. Et donc finalement, le niveau de preuve sera le même, puisque ça sera aussi convaincant. Donc il y a les études de cohorte, et puis il y a quelque chose peut-être que vous n'imaginiez pas, mais qui se prête particulièrement bien aux maladies rares, ce sont les études qualitatives.
C'est-à-dire, on a vraiment besoin aujourd'hui, et les essais thérapeutiques et les études de cohorte ne permettent pas de répondre à ces questions, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment au jour le jour dans la vie des gens chez eux. Comment ils ressentent les choses. Comment avant et après le médicament ça a changé leur vie. Comment leur famille a trouvé que ça changeait leur vie, etc. etc. Il y a eu un moment, avant on faisait que des choses objectives, il y a eu la qualité de vie, les patient reported outcomes, où on a été un peu obligé de s'intéresser au point de vue du patient. Mais l'avenir, c'est plus ça. L'avenir, c'est de vraiment aller au contact des gens et de faire des études de type d'anthropologie médicale pour savoir vraiment comment ils vivent et comment leur vie a été changée avec les produits qu'ils prennent. Alors bien sûr, là aussi, il faudra accepter les méthodologies de ces études, il faudra se cultiver pour que les résultats soient convaincants. Mais je vous garantis que pour travailler avec des qualitativistes dans mon laboratoire, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. On a beaucoup à apprendre là-dedans. Je vous remercie pour votre attention.